Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de la ville de Paris, au nom de Madame Karine Roland, adjointe à la maire de Paris en charge de la culture, de Monsieur Arnaud Ngacha, adjoint à la maire de Paris en charge des relations internationales, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville pour cette première rencontre du cycle Ville de demain, innovation d'Europe du Nord. Nous souhaitons saluer cette initiative de l'ambassade des Pays-Bas qui a eu l'idée de réunir ses partenaires des ambassades d'Europe du Nord, Norvège, Suède, Islande, Finlande, Danemark, pour imaginer ce cycle de rencontres autour des villes de demain. Ce cycle met ainsi à l'honneur des initiatives et des innovations locales et nous offre l'opportunité remarquable d'un dialogue entre Paris et plusieurs villes d'Europe du Nord. Il va se dérouler jusqu'en juin dans plusieurs bibliothèques du réseau de la ville de Paris, dans des bibliothèques patrimoniales comme celle-ci, ainsi que dans la bibliothèque historique de la ville de Paris, donc des grandes bibliothèques du centre, et dans des bibliothèques publiques récentes, telles que la médiathèque Canopée, la bibliothèque Arthur Rimbaud, ainsi que la médiathèque Yourcenar qui se trouve dans le 15e arrondissement. Les bibliothèques de la ville de Paris sont très heureuses d'être associées à ces réflexions à destination d'un grand public et de participer ainsi au débat citoyen pour penser nos villes aujourd'hui. Ces rencontres aborderont des thèmes essentiels pour notre vie quotidienne de citoyens de grandes villes, tels que la réhabilitation urbaine, l'espace public inclusif, la transformation écologique, ainsi que la place des enfants dans la cité. Pour l'événement inaugural de ce soir, je souhaite remercier particulièrement l'ambassade royale de Norvège, mesdames Else Katrine Martens et Hélène Jorgensen, la triennale d'architecture d'Oslo, Christian Pag et Alessandra Cruz, qui ont œuvré à la réalisation de cette rencontre et lui ont apporté un fort soutien. Nous remercions également messieurs Kjetil Tetoursen et Carlos Moreno qui nous font l'honneur de participer à cette conversation en apportant leur expertise et leur regard éclairant. Je remercie également la délégation générale aux relations internationales pour son soutien, ainsi que notre opérateur culturel Bibliocité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, pleine de découvertes et de réflexions. Et je passe tout de suite la parole à notre partenaire, l'ambassade de Norvège. Mesdames et messieurs, je voudrais vous parler brièvement en anglais parce que tout sera enregistré et par la suite traduire dans les deux sens. Donc, on va travailler dans ces deux langues. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi, au nom de l'ambassade royale de Norvège ici en France, d'être présente ici aujourd'hui sur cette réunion sur l'architecture et l'urbanisme. Comme vous avez entendu, ce séminaire, c'est grâce à la coopération extrêmement étroite entre les Pays-Bas et le Norvège ici en France pour Eurocité. Et c'est la première série ou le cycle de ces conférences dans la région parisienne. La Norvège est très fière d'être le premier de sortir, surtout ici à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville de Paris. Quel joli endroit. Nous sommes tellement fiers d'être ici avec tous vos conférenciers et l'animatrice qui sont ici au cœur même de la conférence. Christian Park, directeur du Triennale de Oslo, et M. Tuchen de Snøhvit Park et Carlos Moreno qui est professeur de la Sorbonne côté français. Ce soir, nous avons le journaliste du Monde Isabelle Régnier. C'est ce que j'appelle vraiment mon équipe de rêve, mon équipe gagnante. Le sujet aujourd'hui, c'est comment réformer les quartiers ou, si vous voulez, comment améliorer la vie de nos concitoyens. Est-ce que le Norvège a trouvé la réponse? Est-ce que la France va apprendre des choses de la Norvège? Alors ce soir, la discussion va peut-être nous donner des réponses. Et sinon, cela nous donnera sûrement de quoi réfléchir. Personnellement, j'ai hâte d'entendre les discussions et donc je ne vous retiendrai pas plus longtemps avec mon discours. Je voudrais juste remercier tous ceux qui ont organisé cette conférence pour leur aide, que ce soit les orateurs, l'animateur, Bibliocité qui a organisé l'événement ou la ville de Paris qui nous a fourni ce lieu d'excellence. Je vous en remercie.
Bien, bonsoir. Donc, vous l'aurez compris, le sujet de la rencontre de ce soir, c'est le quartier. Le quartier, ce territoire urbain et familier à la fois, moyen terme, entre l'espace intime du domicile et l'échelle impersonnelle et politique de la ville. Le quartier, c'est cette unité maîtrisable sur laquelle la communauté pourrait peut-être avoir prise, une unité stratégique de fait pour inventer la ville du futur, expérimenter les voies de la ville durable, neutre en carbone, de la ville inclusive aussi, accueillante et agréable. Ces notions, on va le voir, je crois, sont relativement indissociables. Un peu partout aujourd'hui, il y a ce sentiment diffus d'une perte inexorable d'identité des quartiers. Moins de chaleur, moins de convivialité, moins de services et de commerces de proximité. Cela remonte à loin, de fait. En 1925, Stefan Zweig intitulait déjà un de ses livres « L'uniformisation du monde ». Il écrivait « Les pays semblent, pour ainsi dire, ne plus se distinguer les uns des autres. Les hommes s'activent et vivent selon un modèle unique, tandis que les villes paraissent toutes identiques. Paris est aux 3/4 américanisé, Vienne s'est budapestisée. L'arôme délicat de ce que les cultures ont de singulier se volatilise de plus en plus. Les couleurs s'estompent avec une rapidité sans précédent. Et sous la couche de vernis craquelé affleure le piston, couleur acier, de l'activité mécanique, la machine du monde moderne. » Après la Deuxième Guerre mondiale, ce mouvement décrit par Stefan Zweig s'est largement intensifié. Les grands ensembles, les villes nouvelles qui ont essaimé pendant les 30 glorieuses furent synonymes de quartiers archi-bétonnés, monofonctionnels, pensés pour la société, tournés vers la voiture, au détriment très souvent de l'humain et de la communauté. Aujourd'hui, c'est encore autre chose. La ville est aux mains des intérêts privés et l'uniformisation continue. Elle se traduit par la multiplication partout dans le monde des mêmes enseignes multinationales, de KFC à Gucci, de Zara à H&M. Une dynamique qui s'accompagne d'un violent mouvement de gentrification. Mais ce modèle, en même temps, atteint ses limites. La crise climatique appelle aujourd'hui, de manière assez évidente, à établir un nouveau contrat entre la ville et la nature. La prise de conscience de l'Anthropocène, avec cette prise de conscience, le quartier revient au cœur des préoccupations. La ville durable s'impose comme un écosystème dont toutes les dimensions écologiques, sociales, esthétiques, commerciales, infrastructurelles sont liées. Elle ne peut se fabriquer que petit morceau par petit morceau, en respectant la végétation là où elle existe encore, en réinjectant de la vie là où c'est possible, en réparant les liens qui ont été détruits. La crise sanitaire aura eu au moins un mérite, qui est de révéler le besoin de revenir à des quartiers autosuffisants. Elle a remis au cœur des débats ce que la philosophe de l'architecture et de l'urbanisme, Jane Jacobs, appelait en son temps la ville vivante, une ville multifonctionnelle, une ville innervée par les interactions entre les membres de la communauté et où la nature occupe une place importante. La rencontre de ce soir est donc placée sous le haut patronage de la Norvège. Nous allons donc en profiter pour évoquer la situation des quartiers dans ce pays, qui est à la fois proche et lointain, et dont on a tendance à se dire que peut-être il a beaucoup à nous apprendre, qui est aussi peut-être confronté, nous le verrons, à des défis et des problématiques qui ne sont peut-être pas si éloignés des nôtres qu'on le pense. Voilà, donc avec nous ce soir pour parler du quartier, de la ville du futur et de la manière dont ces deux notions peuvent s'imbriquer. Christian Pagh, donc à ma gauche, directeur et conservateur en chef de la Triennale d'Oslo, dont la prochaine édition, qui doit se tenir en septembre, va justement porter sur le quartier. C'est pas tout à fait un hasard. Christian Pagh a travaillé donc dans le design urbain et la planification urbaine et pour des projets culturels. Il connaît bien Paris pour y avoir étudié pendant un an dans le programme Erasmus, et vous-même le connaissez peut-être puisqu'il a eu aussi une expérience d'acteur de cinéma et il jouait en fait dans le film de Cédric Clapiche, L'Auberge espagnole, presque son propre rôle, Lars le Danois. Voilà. Donc à côté, Kjetil Thorsen, did I get it right?
Kjetil. Donc architecte et cofondateur de la célèbre agence Snøhetta, à laquelle on doit notamment la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, mais aussi le projet des gorges de Lascaux, par exemple. Snøhetta construit partout dans le monde, en Chine, en Arabie Saoudite, en Norvège, beaucoup évidemment, mais aussi à Paris, où ils ont relativement récemment livré le nouveau siège du groupe Le Monde, dans lequel je travaille assez régulièrement. Voilà. Et enfin, tout au bout, Carlos Moreno, directeur scientifique et cofondateur de la chaire Entrepreneuriat, Territoire et Innovation à l'IEA Paris de l'Université Panthéon-Sorbonne, où il est professeur associé. Carlos, on vous doit notamment la notion de la ville du quart d'heure, sur laquelle nous allons certainement revenir, dont Anne Hidalgo et ses équipes ont fait un des aiguillons de la politique urbaine parisienne. Voilà, donc après cette petite introduction, eh bien, nous avons décidé de construire cette rencontre d'abord par 3 petites présentations. Donc chacun des intervenants va faire une petite présentation, et peut-être Christian, vous pouvez commencer. Et après ces présentations, nous aurons donc d'abord un débat entre nous, et puis à la fin, nous ouvrirons les questions à la salle. Christian. Merci beaucoup et merci à tous. Bonne soirée. Merci à l'ambassade et à la bibliothèque et la ville de Paris. Je vais continuer en anglais, mais c'est vraiment un plaisir d'être ici et c'est un endroit incroyable. Je vais me lever. Comme vous avez très très bien dit, Isabelle, nous allons parler des quartiers. Et vous avez parlé de ceci, mais je voudrais quand même partager quelques diapos avec vous. Pourquoi il est si urgent de parler des quartiers? On n'aime pas ça parce que c'est très déprimant. Il y a beaucoup de pression sur la production urbaine, comme vous voyez en Chine, aux États-Unis, en Russie, à Oslo, maintenant. On est en train de construire des blocs qui ne sont pas du tout jolis, monotones, moches. Toute cette fabrication finalement urbaine n'est pas du tout attirant. Ça, c'est la pire des choses qu'on voit en Norvège. Mais ceci est tout neuf, hein, ça n'a que 2 ans. Donc ça montre un manque de capacité de prendre en compte la communauté au niveau structurel. Alors, pour nous, cette production immense de bâtiments, de béton, apparemment, on construit Manhattan tous les mois en ce qui concerne le tonnage de ciment, de béton. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre la communauté de nouveau au cœur de notre débat et comment est-ce qu'on peut reformuler, si vous voulez, notre habitat de façon plus sensible? Donc, c'est la question que nous posons avec la Triennale. Et donc, cette mission, un quartier très, très important. Et former ou reformer la communauté a un double sens, c'est-à-dire quelle sorte de... Comment faire, qu'est-ce que ça peut donner, si vous voulez, au niveau d'un quartier et quelles sont les pratiques, les us rituels sociaux, etc., les hôpitaux, les lieux de travail, les jeux d'enfants, les écoles, où est-ce qu'on les place, comment ça marche tous ensemble. Et la Triennale va explorer tout cela et nous avons beaucoup de chance d'avoir Carlos ici et Kjetil. Et j'espère que nous allons passer ces 4 ans ensemble jusqu'au la prochaine édition de Triennale pour regarder comment tout se passe. Alors, quels sont ces quartiers? Qu'est-ce que c'est un quartier? Alors, de façon intuitive, vous dites du point de vue physique, je travaille dans un quartier, c'est là où vous avez vos enfants à l'école, là où vous allez faire vos courses. Et si vous avez de la chance, sinon vous prenez les transports. C'est également un horizon social, c'est une attente.
Et peut-être que vous n'avez pas des liens ou des rapports avec vos voisins, mais peut-être que vous les avez. Donc, il y a plusieurs couches. Et il y a une dualité en ce qui concerne le social et le physique, mais il y a d'autres potentiels également à explorer. La communauté peut exister n'importe où, l'ensemble ou le groupe, et c'est très dépendant des choses les plus simples. Où est-ce que j'envoie mes déchets? Où est-ce que je prends le bus? Où est-ce que je fais mes courses? Donc cela veut dire qu'il faut quand même une organisation, une infrastructure. Parce que c'est tout cela qui compte et qui peut finalement détruire ou organiser une communauté. Il y a d'autres questions également, mais très souvent, ce sont les points les plus importants. Alors, de temps en temps, on les positionne de façon stupide. Alors, on va poser des questions qui sont là pour répondre à nos besoins de tous les jours. Où est-ce que je peux, où dois-je aller pour trouver tout ce dont j'ai besoin et en plus tout ce qui est fonctionnel? Où est-ce que je travaille? Où est-ce que je dors? Où est-ce que je fais mes courses? Est-ce que je peux changer finalement tout cela? Est-ce que je peux faire faire partie d'autre chose que juste ma vie privée? J'ai encore 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, quelques images. Pour vous parler de façon plus concrète, il s'agit d'une forme. Moi, c'est les typologies que nous avons à Oslo. C'est une planification horrible. C'est moderne et horrible. Les espaces ne sont pas bien définis, il n'y a rien qui est bien. Et le style est horrible. Je n'ai pas le temps ici, mais si vous voyez, regardez ici, par exemple. Vous avez des cours à l'intérieur. Et ça montre comment ils ont formulé tout cela. C'est ouvert, mais en même temps, on sait très bien que c'est un espace privé de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Mais c'est bizarre, ce mélange. Ce qui est quand même une idée sympa par rapport à ce non-espace à côté. Comment est-ce qu'un bâtiment rencontre un espace public? Alors, regardez cet immeuble. C'est peut-être joli à sa façon. Il y a des petits commerces et avec ce petit geste, on sait très bien qu'il y a quand même des boutiques où on peut aller faire des choses. Évidemment, l'activité commerciale est très importante et c'est vraiment le challenge auquel nous faisons face par rapport à ces centres commerciaux. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce kiosque à Oslo qui vend des saucissons et des hamburgers et ça donne une autre ambiance à notre quartier. Évidemment, les allées, les rues, ce sont les veines, des artères qui sont très importantes pour une ville. Ceci est trop neuf et je crois qu'on ne peut pas trouver pire. Mais regardez ici. Ça, c'est de la ville de Bergen. C'est une scène très jolie. À la fois, vous avez le privé et le public et comment maintenant la rue est devenue un endroit de sport, de jeu. C'est ça la vie. C'est la vie de tous les jours, la vie de rue, c'est la vie du quartier. Voici un autre projet à Oslo pour montrer que la place, et on peut le faire aujourd'hui aussi, peut être très attirant et puis qui peut propulser la vie de communauté. Ceci montre en fait le rêve d'une ville où les choses sont liées. Regardez ce qu'elle dit, cette dame-là. C'est un ballet intrigué où chaque danseur a une part individuelle, un rôle individuel, mais qui viennent ensemble pour faire un ensemble. C'est ça qu'on essaie de regarder. Alors, ce sera mon dernier slide. Vous regardez ici les triennales, comment nous prenons en compte les espaces publics et les rues, les artères, comme je dis.
Mais ce qui est important, c'est le premier étage et exactement ce qui se passe au niveau de la rue. Comment est-ce que nous pouvons faire une différenciation ici en ce qui concerne le programme public, les commerces, etc. et comment rendre la vie viable. Et maintenant, merci beaucoup, on continue le dialogue. Kjetil, would you follow up? Je suis passée en anglais, mais je vais venir au français en fait. I turn it on? It's turned on, right? Thank you. And maybe make it a full one. Yes, very soon. Thank you. Oh. Donc, merci beaucoup. Je me sens très, très modeste d'être dans une bibliothèque comme celle-ci, parce que beaucoup de nos partenaires ont été des bibliothécaires depuis le début de l'agence. Et quand on a un lieu comme celui-ci, plein de gens, mais plein de savoir également, ça veut dire qu'on sent vraiment, en fait, le poids du temps. Avec ce lien particulier entre Paris et Oslo, je ne peux pas m'empêcher de penser de combien on avait été choqués lorsque le maître avait été introduit parce qu'on ne pouvait pas, on avait une hâte de retourner au pied. Il faut que vous compreniez en fait la relation entre la culture et la densité. C'est un des échanges les plus difficiles à avoir, c'est-à-dire l'espace public et privé et tout ce qu'il y a entre deux. Je vais vous expliquer d'où on vient en fait. Beaucoup d'entre vous se souviendront probablement de la commission Portland en 1987. C'était un rapport des Nations Unies et pour la première fois, on parlait de l'environnement, du social, de l'économique et de la durabilité dans ce rapport. En 1987, on a fondé notre agence, en fait, basée sur ce rapport. Et c'était très important pour nous, dès le départ, d'avoir une idéologie, une base idéologique pour faire ce qu'on allait faire. Et en 1989, on a commencé à faire une division entre le ressenti, le comportement et le savoir. Et ça veut dire que donc on réfléchissait à la perspective. Et si on ne connaît pas en fait son ABC en tant qu'architecte, effectivement, vous n'avez pas votre place. L'élément social était le premier élément auquel on s'est intéressé et on a fait donc ce concours pour la librairie d'Alexandrie qu'on a gagné en 1989. Et à ce moment-là, il y a eu effectivement une pénétration de la question des quartiers qui allait être résolue à travers la culture. Et beaucoup de villes pensaient qu'elles seraient sauvées en introduisant en fait des lieux culturels dans l'espace. C'était évidemment une pensée très positive parce que la culture elle-même peut remplacer un certain nombre de choses qu'on n'a pas chez nous. Et c'est important donc que les espaces publics fassent ça. Et avec ce genre de pensée, effectivement, les bibliothèques sont sans doute les espaces publics intérieurs les plus importants. C'est pas une gare, c'est pas un aéroport. Vous allez nulle part en fait. La bibliothèque est la destination. Et faire cette bibliothèque d'Alexandrie était très importante pour nous parce que ça réintroduisait en fait
tous les aspects de notre réflexion sociale. On a fait travailler des travailleurs norvégiens et des Égyptiens, on a fait des échanges entre des entreprises françaises, italiennes, égyptiennes, norvégiennes sur la question du transfert de connaissances. Et pour avoir des contraintes où on ne paie pas les travailleurs à la semaine, mais au mois, pour donc quitter le chantier dès qu'ils reçoivent leur paie pour revenir une semaine après. Et donc, ça a créé effectivement un sentiment d'appartenance ou de propriété de ce bâtiment. Et c'était comment on a amené l'eau potable en fait sur ce lieu pour les gens, et c'est devenu donc un standard pour traiter les ouvriers. Et ça incluait bien sûr la manière en fait dont vous regardez les choses et dont vous les partagez quand vous êtes architecte. Donc c'est quelque chose qui permet de développer ce sentiment de propriété des gens sur ce que vous conduisez. L'architecture et l'art de la préposition, tout a à voir avec où vous positionnez votre corps. Ça, c'est la première perception de là où vous êtes en fait. Et là, sur ce bâtiment Oslo, vous êtes dans la nature, vous êtes en haut du bâtiment. Et donc, effectivement, toutes les propositions sont disponibles. Ce n'est que de l'architecture et vous n'avez qu'un vocabulaire limité quand on parle de là où est le corps. En fait, on est soit dehors, soit dedans. Et on ne peut pas continuer. Il faut qu'on arrive à localiser le corps dans bien d'autres positions parce que tout ce qu'on expérimente a à voir avec là où sont positionnés nos capteurs de sensations, les yeux, les oreilles, etc. Et donc, quand on a commencé à voir ça, on s'est dit qu'il y avait des possibilités dans les outils de l'architecture pour créer des aspects de durabilité sociale et que donc il fallait maintenant qu'on s'intéresse à la question du climat. Et donc, on a effectivement travaillé sur des stations électriques en Norvège. Elles produisent beaucoup plus d'énergie qu'elles n'en consomment, ce qui veut dire qu'entre 40 et 60 ans, on a compensé en fait les émissions en CO2 de la construction et du transport de tous les matériaux nécessaires. C'est comme ça en fait qu'on compense notre empreinte carbone, parce que effectivement, si on ne compense pas notre empreinte carbone, il n'y a aucune possibilité. C'est pour ça qu'il est si important de réutiliser ce que vous avez avant que vous ne considériez en fait la nécessité de construire. Il s'agit de se reconnecter dans ce qui existe. C'est réutiliser. Ça, c'est un projet à Milan, en fait, un vieil abattoir, et qui est maintenant devenu un élément totalement compliqué, avec donc effectivement un moyen de remettre tous les usages ensemble. Et voilà, je suis très très content en fait voilà, c'est-à-dire que mon camarade Christian Pag est tellement jeune, il a encore beaucoup de choses à faire, mais je dois avouer que Carlos Moreno a été une inspiration pour les 2 dernières années et demie, de manière à reconsidérer en fait l'importance de certains éléments. Et je dirais que effectivement, il n'y a jamais de meilleure manière de proposer les choses. Et si ça n'a pas de sens, même si c'est élégant,
si ça n'a aucun sens et vous devrez juste oublier le projet que vous êtes en train de faire. Je vais m'élever pour voir mieux les slides d'ici. Thank you. Donc, d'abord, les remerciements. Donc, merci à tous les organisateurs et merci à tout le monde. Et voilà. Donc, très content d'être dans ces lieux magiques, par ailleurs, avec des amis très chers, et pour parler donc de ces sujets qui nous relient. On est tous des jacobiens. Donc, moi, j'adore Jane Jacobs. Donc, depuis très, très longtemps, ça m'a fait très plaisir de voir les photos des Jane Jacobs. Bon, voilà. Donc, comme on a peu de temps, 5 minutes, je vais vous parler effectivement des travaux que j'ai conduits avec mes équipes et qui ont conduit à ces deux concepts de la proximité heureuse. Donc, la ville des quarts d'heure pour les lieux les plus compacts, les plus denses, qui est les plus connus, et les territoires de la demi-heure, qui est son jumeau pour les zones de moins faible densité. Voilà. Donc, vous connaissez, puisque nous sommes au cœur de la ville de Paris, donc l'image qui est à votre gauche, qui est celle de la campagne électorale de Madame Anne Hidalgo, puisque Anne Hidalgo a adopté ces concepts de la ville polycentrique, multiservicielle, qu'on a résumé avec le nom de la ville des quarts d'heure pour la campagne électorale dès novembre. Donc, elle a adopté ces concepts en novembre 2019, bien avant que la pandémie se déclare. Et on voit les petites images qui sont donc là, qui sont un clin d'œil aussi, parce que Christian Panag, il a montré à la fin, il s'est arrêté là. Voilà. Donc, on va parler effectivement pourquoi ce concept aujourd'hui, il est aussi populaire dans le monde entier, dans toutes les langues. Mais je voudrais aller au-delà juste de la phrase 15 minutes city, aux villes du quart d'heure, aux ciudad de los 15 minutos. Et je dirais qu'il faut vraiment comprendre que la racine de ces travaux-là, ils sont dans les changements climatiques, tels comme Katie l'a dit également tout à l'heure. C'est d'abord la COP21, donc il y a 5 ans, qui m'ont conduit à proposer une nouvelle vision urbaine pour dire qu'il ne suffit pas de prendre des mesures techniques par rapport au changement climatique concernant la manière de réduire les émissions à l'horizon 2050, puisque les villes, c'est les principales contributrices, et que dans les villes, c'est les mobilités. J'ai pris une approche un peu iconoclaste, on va dire, lors de la COP21 en disant peut-être qu'il ne suffit pas de réfléchir sur des mesures techniques pour avoir moins de CO2, voitures électriques, bâtiments mieux isolés, bâtiments énergie positive, mais c'est poser des questions plus fondamentales. S'il y a autant de mobilités qui émettraient des CO2, pourquoi on se déplace autant ? Sommes-nous condamnés à nous déplacer 70% de la population qui travaille tous les matins entre 7h et 9h pour converger vers 10% des territoires où nous passons la journée avant de revenir le soir? Sommes-nous condamnés à avoir des bâtiments qui sont utilisés uniquement pour une fonction et dont la moyenne c'est entre 30 et 40% uniquement? Le reste du temps, 60 ou 70%, les bâtiments sont vides, ne sont pas utilisés, parce qu'ils ne servent qu'à une seule chose. Et pourquoi, donc, pendant que les gens vont travailler, il ne se passe rien dans leur quartier? Pourquoi il y a tellement peu de présence donc, dans les quartiers? Et pourquoi les soirs, quand les gens quittent les lieux de travail, il ne se passe rien? La Défense, c'est triste, après 18 heures, il n'y a rien. Voilà, donc c'est le climat qui m'a conduit à faire cette proposition. Et bien sûr, donc, quand le Covid-19 est arrivé au niveau planétaire début 2020, effectivement, la planète entière s'est mieux à rêver de peut-être vivre autrement, d'avoir donc des proximités plus heureuses, de réutiliser les infrastructures beaucoup plus, d'avoir beaucoup moins de déplacements et alors d'avoir plus de services donc auprès de chez soi. Et là, donc, ce concept prend toute sa force parce qu'on est en train de parler, exactement comme l'a dit Kate également, un concept pour une ville durable dans la convergence
écologique, économique et social. Une ville qui soit vivable d'un point de vue écologique, viable d'un point de vue économique et équitable d'un point de vue social. Une ville dans laquelle donc on lutte contre la segmentation, contre la fragmentation, contre la sélection par l'argent de certains lieux que je fréquente et d'autres qui deviennent des ghettos. Des lieux dans lesquels donc j'ai fait un rééquilibrage et des lieux dans lesquels donc j'ai une capacité à pouvoir être plus heureux, à avoir des activités plus locales, à créer de l'emploi et donc finalement à gagner quelque chose qui est du temps utile. Et la pandémie nous a montré qu'on pouvait gagner du temps utile en ne se déplaçant pas tous les jours, 2 heures, parfois 3 allers-retours dans 6 journées. Et donc, c'est cette notion de ville de proximité, cette notion de ville vivante, cette notion que Jane Jacobs appelle donc le réseau des villes dans lesquelles c'est l'homme qui donne un nouveau rythme différent. Et donc, cette notion des communs urbains, c'est-à-dire toutes ces ressources matérielles et immatérielles que nous pouvons utiliser pour être donc en situation de mieux vivre là où nous sommes. Donc le commun urbain va de pair avec la ville des quarts d'heure, écologie pour donc se déplacer moins avec les véhicules, plus à pied, plus en vélo, plus dans la proximité, solidarité, plus d'activités économiques, plus de liens sociaux et participation citoyenne. Voilà, ce sont les 3 éléments clés. Un nouveau rythme pour la ville, une utilisation plus intense de ce qu'on a déjà bâti et beaucoup plus d'affect, beaucoup plus de perception dans les lieux où nous habitons. Notre modèle de la ville des quarts d'heure, je terminerai là-dessus, il repose sur une ontologie, comme on l'appelle nous dans le jargon scientifique. On a identifié dans le monde entier 6 choses qui, quand on les a à proximité, fait qu'on soit beaucoup plus heureux, qui est habiter dignement, avoir un travail dans lequel je ne me déplace pas tous les jours plus de 2 heures en aller-retour, avoir mes courses en circuit court en proximité, accéder à ma santé physique et mentale également dans un suivi le plus proche possible, avoir accès aux ressources d'éducation et de culture, qui était l'a dit également, et pouvoir flâner dans de bonnes conditions d'air, d'eau, de végétalisation. C'est ça qui est au cœur de la ville des quarts d'heure, parce que quand on mélange ces fonctions dans des périmètres donc, qui sont de proximité, on va augmenter notre qualité de vie individuelle avec les gens qu'on aime, on va avoir une meilleure sociabilité avec nos voisins et avec nos collègues de travail de manière décentralisée et on aura une planète mieux conservée avec moins d'émissions de CO2. Donc nous voulons réinventer des services, réinventer ce qu'on appelle une ville des multiples voisinages, réinventer donc une ville polycentrique. Pascal écrivait par rapport à Dieu, il disait Dieu c'est une sphère dans laquelle la circonférence est partout et les centres nulle part. Et cette pensée de Pascal, je l'applique à la ville. Et j'ai dit la ville des quarts d'heure, c'est une sphère dans laquelle la circonférence est partout et les centres nulle part. Et cette circonférence, c'est uniquement des services pour tous et chacun, pour quitter la mobilité obligée, pour aller vers la mobilité subie, pour aller vers la mobilité choisie. Je vais où je veux, quand je peux, mais non pas parce que je sois obligé. Le Covid aujourd'hui nous apprend qu'on peut travailler autrement. Le numérique nous permet d'identifier énormément de lieux qu'on ne connaît pas, qu'on peut donc transformer pour faire des multi-usages. Et c'est ça, finalement, cette idée que quelle qu'elle soit la densité, dans les villes à un quart d'heure ou dans les territoires peu dense d'une demi-heure, on peut reconstruire donc ces territoires ou ces villes multicentriques, des multivoisinages dans lesquels écologie, économie et lien social sont complémentaires et nous permettent donc d'avoir une meilleure qualité de vie pour tous et chacun. Merci. Merci Carlos. Alors je pense que tous autour de cette table nous sommes un peu coupables, mais nous avons déjà bien dépassé notre temps, les temps individuels que nous étions impartis. Et du coup, beaucoup de choses ont été dites. Au moins, ça, je pense que ça n'a pas été inutile. Et ce qui ressort, il me semble, des 3 prises de parole, c'est que d'un côté, on a des Il y a un truc bizarre avec mon micro ou c'est moi qui ai des acouphènes? Non, ça va?
Bon, c'est que d'un côté, on a des situations de quartiers qui sont un peu désespérantes, et de l'autre, on a des diagnostics qui sont posés et peut-être déjà des réponses pour la boîte à idées que la Triennale d'Oslo va lancer sur vous avez lancé un appel à idées, hein, c'est ça, sur comment faire des meilleurs quartiers. Donc voilà, on a parlé de porosité d'espace public et d'espace privé, on a parlé de proximité heureuse, on a parlé de culture, on a parlé de réduction de trajets, on a parlé de convivialité, on a parlé de construction à énergie positive. Il y a beaucoup d'idées qui finalement, dès qu'on réfléchit, je pense que tout le monde aurait des idées sur comment mieux vivre et comment faire de meilleurs quartiers. Après, la question qui surgit, il me semble, qu'on devrait pouvoir se poser maintenant et qui est autrement plus épineuse, c'est comment faire, hein. C'est-à-dire, une fois qu'on a un quartier dont on a identifié éventuellement les blocages, les défauts, qu'il s'agisse de trop de voitures, qu'il s'agisse de pas assez de mixité d'usage, qu'il s'agisse de gentrification, qu'il s'agisse de perte d'identité. Comment, c'est une question que je vous pose à tous les trois. Moi, je pense, je ne sais pas si vous avez lu, c'est plus qu'un article, c'est vraiment une énorme enquête qu'a fait très récemment dans le New York Times Michael Kimmelman, qui est le grand critique du New York Times, sur ce projet qui a été fait au sud de Manhattan à la suite de l'ouragan, la tempête, je ne sais plus quel nom elle avait, enfin une espèce une tempête qui a eu lieu en 2012 et qui a fait des ravages terribles dans le sud de l'île de Manhattan. Et suite à ça, donc une initiative a été lancée par la ville, je pense, pour justement imaginer un projet urbain qui protège les constructions et les habitants contre de nouvelles formes de dérèglement climatique. Et là, en fait, ce que raconte cette enquête, et donc la communauté était consultée. Il y avait quelque chose d'extrêmement inclusif dans la démarche. C'était quelque chose qui semblait très positif et dont allait sortir des idées et une mise en œuvre formidable. Et en fait, ça n'a fait que mettre en évidence les antagonismes entre les différentes communautés, les classes sociales, etc. Et le projet s'est enlisé. Et puis les dirigeants politiques ont changé, il y a eu des problèmes de crise économique, et donc toutes ces belles idées, finalement, aujourd'hui, quelque chose est en train d'en sortir, mais au bout de dizaines d'années, voilà. Donc c'est une fois qu'on a lancé toutes ces idées, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut, quelle volonté politique, quel dispositif, peut-être quel protocole. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles les uns et les autres, vous avez des idées? I can not answer it. I can at least comment. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir donner une réponse, mais je peux mettre sur la table quelques éléments, en fait, et ça fait partie de mes préoccupations, hein. Alors, comment on avance? Je pense que le travail que fait Carlos fait et qu'on va essayer de faire, c'est d'être un peu plus centré. Et je pense que il faut bien voir que les acteurs publics semblent être vraiment concentrés sur ce qu'ils ont vraiment besoin de faire, en fait. Par exemple, les écoles, les hôpitaux. Et aujourd'hui, on mesure les hôpitaux, en fait, sur les chiffres qu'ils font par rapport à combien de personnes ils soignent.
Et je pense que il faut maintenant penser au lieu proprement dit et montrer qu'il y a des valeurs en fait derrière tout ça. Et il faut réfléchir à la manière dont les choses peuvent, d'une certaine manière, éclore avec plus de synergie. C'est-à-dire que ni pour les acteurs publics, ni non plus les acteurs privés qui font l'argent possible, mais les acteurs publics pensent tous qu'on arrive à et des faits. Et quand on a parlé du livre de Jacobs en 1961, mais rien n'a été fait pour l'instant. Et on a l'impression qu'on est en train de parler de choses en fait qui ont l'air intuitives, mais qui finalement n'arrivent pas à se mettre en place. Et je pense que on a une opportunité avec le Covid de repenser en fait ce qu'on est en train de faire. Donc c'est une opportunité qu'on doit vraiment saisir en fait. Comment je peux faire pour travailler de chez moi ou travailler à 5 minutes de chez moi? Et la plupart des gens disent travailler à la maison c'est ennuyeux, mais en fait quand on a besoin de se déplacer 1 heure par jour pour aller au boulot ou plus, et comment est-ce que mes enfants vont pouvoir être récupérés à l'école à 3 heures alors que moi je reviens à 7 heures. Donc d'une certaine manière c'est récupérer du temps. Et comment est-ce qu'on peut aussi faire une évaluation de tout ça en termes financiers? Donc il faut arriver à trouver une énergie politique, il faut éduquer, il faut inspirer les bureaucraties et aussi les acteurs privés. Peut-être vous pouvez nous expliquer, enfin je suis sûre que vous avez vous avez évidemment réfléchi à ces questions, mais est-ce que vous pouvez parler un peu peut-être de la mise en œuvre même à Paris, comment ça se passe et peut-être ailleurs? Oui, bien sûr. Je vais donner quelques exemples, en étant bref mais précis, et dans des villes qui sont des tailles différentes et des densités différentes, pour montrer que ce concept-là, il n'est pas tributaire d'une grande ville ou d'une petite ville, mais d'une vision de l'usage de la ville et des services qu'on peut avoir. C'est-à-dire, c'est une réponse à la question dans quelle ville nous voulons vivre. Et donc, dans le cas de la ville de Paris, Anne Hidalgo l'a annoncé, puisqu'il a fait voter au Conseil de Paris le 1er juin 2021, et un programme sur 5 ans, donc toute sa mandature, pour transformer la ville de Paris et avec ce paradigme donc qu'elle a adopté, mais des choses très concrètes en dehors de la manière de gouverner la ville, parce que quand on veut transformer une ville, quand on veut mettre le bien commun de manière transverse au service de ces éléments que j'ai évoqués, écologie, proximité, solidarité, participation citoyenne, il faut offrir des changements très concrets. Et ce qui est intéressant, la première mesure qu'Anne Hidalgo a annoncée, c'était le 1er décembre 2020, donc après sa victoire, et l'ouverture des écoles le week-end. C'est symbolique, mais c'est intéressant parce que ça résume beaucoup de choses. Donc, les écoles sont fermées tous les week-ends depuis la création des écoles par la République. Voilà. Donc, c'est de l'espace public et qui est ignoré en tant qu'usage le week-end, puisqu'il ne sert qu'à éduquer les enfants donc des lundis au vendredi ou au samedi matin. Donc, quand Anne Hidalgo a ouvert les écoles donc les week-ends, elle résume en elle-même les 3 éléments sur lesquels j'ai parlé, les rythmes de vie, c'est-à-dire qu'on ouvre des espaces qu'on récupère et qui offrent donc de nouveaux rythmes pour faire autre chose différente, utiliser ces lieux
plus c'est mieux. Donc, on peut faire ce qu'on veut. En fait, on a lancé un appel à projet et après, donc pour que ces espaces publics soient utilisés. Et ça crée des liens de plus en plus affectifs avec les quartiers. On désacralise l'école, puisque c'est pas uniquement donc l'endroit où on laisse son enfant le matin. Voilà. Donc, ça a été les premières mesures. Elle a été donc très bien acceptée. Et aujourd'hui, c'est en route, pas qu'à Paris. Il y a plein de lieux dans le monde dans lesquels cette mesure est souvent une mesure phare, parce qu'elle va aussi avec l'espace public qui est en face de l'école. Cette transformation, elle est en cours à Barcelone. On a fait un séminaire international la semaine dernière avec nos collègues de Barcelone, justement, qui expliquaient que donc, le fait d'ouvrir l'école le week-end amène une réflexion également sur l'espace public devant l'école. Donc, nous avons, avec la ville de Cardor, créé ce qu'on appelle la rue des écoles, c'est-à-dire que toutes les rues qui sont autour de l'école sont sacralisées, elles sont plus pour les piétons, elles sont plus pour les voitures, elles sont pour les piétons pour utiliser cet espace public de manière apaisée et pour qu'on puisse marcher, pour qu'on puisse pas être voilà. Et donc dans les cas de la ville de Barcelone, par exemple, ça a été prolongé parce que tous ces espaces publics sont réaménagés avec de la végétalisation, avec des lieux pour jouer, avec des bancs pour les personnes âgées, avec et donc des lieux pour la mémoire des femmes, pour rappeler la lutte pour l'égalité des genres dans l'espace public, par exemple. Des choses très concrètes. Mais je vais vous donner deux anecdotes. Je vais finir, qui sont un peu des actions de colibri, mais qui montrent comment on peut aussi transformer, faisant appel à des initiatives citoyennes et qui touchent le domaine privé. Parce qu'il faut amener le privé aussi à changer de paradigme. On a créé ce qu'on appelle donc les cafés pour utiliser des lieux dans lesquels les gens ils s'y vont pour boire un café ou manger. On a des pics d'utilisation, donc un énormément de places qui n'est pas utilisée. Donc on prend un café à une heure, par exemple, entre 16h30 et 19h, ce sont des heures dites creuses. Il y a une association qui s'appelle l'association Polyglotte, qui vient dans ces cafés-là. Donc, c'est 20 personnes, 30 personnes. Ils arrivent toutes avec un petit drapeau de la langue qu'ils veulent pratiquer. Ils rentrent dans les cafés. Ils vont passer 2 heures. Ils prennent une consommation. Les cafetiers, il va vendre plus. Ils donnent donc un pourcentage à l'association qui paye un coach. Et les cafés se transforment donc en cours des langues pendant 2 heures. Et on a créé des valeurs à partir du vide, parce qu'il ne s'est passé rien. Et là, on crée de la valeur donc, économique, puisqu'il y a un business model qui fonctionne, de la valeur sociale, parce qu'on crée des liens sociaux, on apprend des choses par la culture, par les langues, et de la valeur écologique. Les gens ne se déplacent pas 2 heures pour aller à un lieu, c'est juste à côté d'eux. Voilà, c'est des choses qui fonctionnent très bien et on montre bien comment on crée. Et un dernier exemple pour les jeunes, on le fait donc à la Bastille. Une discothèque, elle est uniquement donc utilisée les jeudis, vendredis et samedis à partir de 10 heures du soir. Il ne se passe rien dans l'après-midi. Il y a de la place, il y a donc pas mal d'équipements. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive là-dedans et on transforme, juste en mettant un coach, payé à l'heure, sur 3 heures, la discothèque devient une salle de sport, avec de la zumba, avec de la musique. C'est pour les gens des quartiers. Et on crée un lien affectif avec celui-là. On redécouvre plus son quartier, on pratique des sports. Donc, quand on dit ça, vous imaginez le nombre d'idées que nous pouvons avoir à partir du moment où on réutilise les espaces privés, les espaces publics, les initiatives citoyennes, les activités. Et donc, tout ça, ce qu'on souhaite, c'est le canaliser sur les 6 axes qu'on a évoqués. Par rapport au logement. On a créé donc... Excusez-moi, juste cette affaire de boîte de nuit, là, par exemple. Parce que les écoles, bon, c'est des lieux publics, donc il faut une volonté politique de la mairie, plus ou moins. Bon. Alors, une boîte de nuit, c'est différent. C'est un lieu privé. Donc, comment on arrive à ça? Ça veut dire que c'est vraiment du cas par cas, en fait. C'est le dialogue, oui. Ouais. Donc, il faut amener... Là, je donne cet exemple à Paris. On le fait à Milan, on le fait à Buenos Aires. J'essaierai mardi prochain, justement, toute une semaine pour travailler sur ce type de nouveaux espaces, parce qu'il faut un dialogue avec les secteurs privés pour les impliquer, pour changer donc l'usage des lieux dans lesquels cet espace est non utilisé. Et en fait, on est capable de trouver aujourd'hui de bons modèles économiques, parce que c'est le cas. Donc, dans les cas des cafés, il y a un modèle économique. On crée de la valeur à partir d'un lieu qui n'est pas utilisé, que ce soit la discothèque, que ce soit les cafés, mais j'en ai également donc d'autres exemples qui vont dans le même sens. Donc, c'est pour ça que ce concept-là, il intéresse également, donc bien sûr,
d'abord une vision politique, humaniste, écologique de l'usage de la ville, mais il faut introduire le secteur privé pour qu'il vienne apporter des ressources qui sont des ressources qu'on peut utiliser différemment pour créer donc ces actions-là. Et on s'est aperçu avec le Covid que, en fait, les partenaires privés sont plus intéressés qu'on ne pouvait les penser. Et en fait, parce que on crée une valeur d'usage. La révolution des proximités est avant tout une révolution de l'usage de la ville, des rapports avec l'espace public, avec l'espace privé. En fait, nous cherchons à créer des intersections. Et à chaque fois qu'on trouve une nouvelle intersection, on est capable de créer de la valeur avec des bâtiments, avec de l'espace dehors, avec tout simplement des ressources dont les gens peuvent disposer intellectuellement. Donc, quelqu'un qui vient donner un cours des langues dans un café, voilà. Donc, c'est une ressource intellectuelle qui est dans les quartiers, mais qui n'est pas utilisée. Et la pandémie nous a permis de découvrir énormément de ressources. Donc, nous, on appelle ça, dans nos jargons des Jane Jacobs, les ressources cachées de la ville. Et en fait, nous, avec la ville des quarts d'heure, ou les territoires des meilleurs, nous sommes des chasseurs des ressources invisibles, des ressources cachées que nous allons ressortir. Et donc, une surface peu utilisée qu'on transforme en potager urbain, et une école qu'on ouvre le week-end, un cinéma donc, dans lequel il y a énormément de places, mais on passe des films une fois par jour, 2 fois, donc on peut les transformer pour faire donc d'autres actions. Une salle de sport, on l'a convertie en Fab Labs, par exemple. Vous allez au stade Jean-Bouin, le stade Jean-Bouin qu'on a modernisé, c'est pas uniquement un stade. Tous les rez-de-chaussée, c'est un centre de pépinières, des start-up, du sport. Donc, voilà. Donc, ensuite, on fait plus ou moins des choses en faisant des investissements qu'on veut. Et quand vous mettez des outils, par exemple, je vais donner 2 exemples très concrets. Les budgets participatifs, on vient de les lancer. Les budgets participatifs, la Ville de Paris, nous dépensons 800 millions d'euros sur notre budget pour développer des idées avec donc les citoyens dans les quartiers pour améliorer et pour développer cette proximité. Et quand on veut le faire à un niveau plus macro, par exemple, on veut lutter contre la gentrification. Donc, le commerce, il nous faut un commerce de proximité. La Ville de Paris a créé une foncière de ville, ce qui s'appelle la SEMAEST, qui va changer de nom, qui achète des mètres carrés partout dans la ville et qui ensuite va les louer pour installer des commerces de proximité qui sont des librairies, des artisans, des boulangers, des points de recyclage de deuxième, de troisième vie. Et les mètres carrés loués à un prix qui n'est pas du tout donc, dans la logique spéculative. Et donc, ça veut dire que ces commerces-là peuvent exister. Sinon, ils seraient condamnés à vendre des chaussures Louboutin et des sacs LVMH. Et donc, la SEMAEST, c'est le nom, est un élément majeur de ce commerce de proximité parce que ce n'est pas uniquement un acte commercial, c'est également un lien social qui est créé. Le commerce, c'est un bien commun. Et on peut continuer donc sur cette lancée-là pour expliquer le logement social, l'importance de pouvoir faire de la mixité sociale, mais multi-usage. Et on développe de plus en plus. Et nous, on le fait actuellement donc, sur les régions d'Occitanie, mais on le fait en Italie, également à Milan, et on le fait également en Écosse, ce qu'on appelle les corporate working. Ce sont des lieux de travail décentralisés. On les installe un peu dans divers lieux de la ville. Et donc, c'est des lieux d'accueil pour des gens qui avant allaient loin, et qui là peuvent travailler à 20 minutes de chez eux et ils ne vont que une fois ou 2 par semaine au lieu. Voilà. Je voudrais quand même poser une question à Kjetil pour avoir votre expérience à vous en tant qu'architecte. Donc, vous construisez des bâtiments, mais aussi des quartiers. Et dans quelle mesure votre activité, peut-être simplement déjà quand vous avez un bâtiment à construire, quel genre de levier vous avez pour activer, innerver un quartier? Si on peut prendre, par exemple, quand on s'est parlé, on avait parlé un petit peu du bâtiment du Monde, justement, qui est quand même je ne sais pas si vous voyez comment il est, enfin, c'est quand même un signe urbain, il a une forme de pont, comme ça, il forme une arche derrière laquelle on voit
la gare d'Austerlitz et puis le quartier de la Salpêtrière, et qui est en même temps dans un quartier qui est extrêmement froid, comme ça, un quartier de promotion immobilière avec très peu de vie et de personnalité, quoi. C'est vraiment des bureaux. Ou alors aujourd'hui, vous disiez que là, vous êtes en train de travailler à quelque chose de très différent à Toulon, où pour le coup, là, il s'agit de transformer la zone portuaire. Enfin, je ne sais pas si vous avez envie de parler d'un de ces deux projets ou d'un autre, mais quel rôle finalement les architectes ont dans la vitalisation des quartiers, si je peux employer ce mot un peu inventé. Very complex questions, obviously. Eh bien, vous m'avez posé une de ces questions complexes. Hein. Mais disons que nous avons une certaine terminologie sur laquelle on est d'accord lorsqu'il s'agit du planning du quartier. Ce qui est très important, c'est le mot proximité. Je vais essayer de réinterpréter ce que c'est la proximité. Parce qu'une fois que vous commencez à vous déplacer dans un environnement donné, et vous faites partie, en fait, de cet environnement, vous êtes en proximité. Si vous n'y êtes pas, vous ne le connaissez pas, et vous ne voulez pas le savoir non plus. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. C'est uniquement quand vous êtes dedans que vous pouvez créer un rapport, un contact, n'est-ce pas? Cela veut dire que là, je suis assis ici sur ce fauteuil. Mon relation, mon contact intime avec cette bibliothèque et ce siège. Une fois que je suis parti, ce siège revient, ce fauteuil revient à la bibliothèque. Donc, ce sont ces rapports extrêmement sensibles, extrêmement délicats, qui génèrent en fait l'idée de ce que vous voulez. C'est comme l'eau qui bout. À un moment donné, la pression est trop élevée. Et donc, lorsque vous voulez aller dans des espaces que vous ne connaissez pas, mais vous êtes curieux de l'esprit, vous voulez les utiliser, et voilà. Et donc ça, c'est la responsabilité de l'architecte. À l'avenir, pour ceux qui ne sont pas de la profession, en allemand on dit Fahrwasser, ça veut dire que vous comprenez avant les autres, vous anticipez. Et c'est ça qui devrait être complètement intégré dans notre profession. C'est un genre de prémonition. Vous générez la proximité entre le travail, la ville, les parcs, le sport, la famille et leur vie. Et une fois que cette proximité arrive à un certain degré, vous vous en servez. Tout simplement parce que cela existe. Et c'est la raison pour laquelle la ville à 15 minutes est vraiment un coup de génie. Parce que cela explique très parfaitement ce que c'est la proximité. Tout ce qu'il vous faut dans votre vie. Alors, c'est la responsabilité tout entière de l'architecte. Ce n'est pas une question de conception, mais c'est également une conception de bien-être. La conception, c'est quelque chose que tout le monde peut le faire. Le design, le style, machin. Cela peut être très subjectif, ça peut être élégant, cela peut être très, très laid. Ou les deux à la fois, mais ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on arrive au cœur même de certaines constellations de choses. C'est-à-dire arriver là où il y a la vie humaine. Si vous ne le soulignez pas, vous n'allez jamais ouvrir ces espaces. Ou même si vous ouvrez ces espaces, personne ne va s'en servir. Et vous n'allez jamais vous en servir sans y aller. Ça, c'est la connaissance de Rome. La différenciation entre le public et le privé. Pendant trop longtemps, on a regardé les espaces intérieurs comme étant en opposition à l'espace extérieur. Nous pensons que l'intérieur, c'est pratique, c'est privé, et à l'extérieur, c'est public. Mais en fait, l'intérieur peut être également aussi public que l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'on est entouré ou enfermé dans 4 murs que cela limite l'accessibilité. Ce que nous faisons dans nos immeubles, c'est essayer de souligner ce fait. On peut traverser tout un immeuble, vous êtes sous l'immeuble, je parle du monde,
vous êtes couvert par l'immeuble à droite et à gauche, et puis tout d'un coup, vous avez ouvert un espace qui normalement aurait été privé. Mais le monde a décidé de laisser ce couloir ouvert, ce forum ouvert. Mais c'est pratiquement un espace intérieur. Ce qu'il faut, c'est 2 murs des 2 côtés. Mais est-ce que cela suffit? Non, jamais. Ce n'est jamais suffisant. Donc, ce sont des petits pas. L'architecture n'est pas la révolution, c'est une évolution. Et tous les jours, on a notre bataille, on a notre travail à faire. Au bout de 100 ans, on n'y arrivera pas, il faut continuer. Continuellement travailler vers la bonne direction et avoir suffisamment de personnes qui font la même chose avec la même attitude. Ici, on parle des droits de l'être humain, le droit de choisir ce que vous voulez, où vous voulez et où vous voulez vivre. Et il ne faut pas vous limiter à 4 murs qu'on appelle l'architecture. Non. Je n'ai pas la réponse à la renaissance sociale, mais tout ce que je sais, c'est que si nous n'allons pas dans une meilleure direction qu'aujourd'hui, ça va aller de pire en pire. Alors, il faut au moins nous assurer que ça s'améliore un peu. J'aimerais, juste aborder un dernier sujet avant de donner la parole à la salle, un sujet quand même qui est un petit peu hors champ ou un petit peu recouvert finalement par tous les sujets et la manière dont on a d'aborder finalement la ville. Il y a quand même, parce qu'on parle de gentrification comme ça, comme d'un mot un peu, à la fois concret et abstrait, mais il y a quand même, dans l'idée des quartiers, il y a quand même la question des habitants historiques et il y a une énorme question qui se pose. C'est-à-dire que quand on améliore un quartier, quand on le rend plus aimable, plus vivable, plus vert, et bien tout d'un coup, le quartier, mécaniquement, prend de la valeur, les loyers augmentent, c'est ce qu'on voit partout, et donc les populations les plus pauvres sont reléguées beaucoup plus loin, et là, et c'est en général pas des populations justement qui ont ces qualités de flexibilité, d'adaptabilité, de pouvoir travailler de chez eux ou dans le coworking. C'est plutôt des gens qui doivent se déplacer à leur travail quoi qu'il arrive, etc. Et donc qui tout d'un coup se retrouvent avec des trajets beaucoup plus longs à faire. Donc on peut rêver effectivement de tout d'un coup ne pas faire plus d'1 quart d'heure pour la plupart de ces activités, mais enfin c'est quand même pas donné à tout le monde. Il y a des quartiers, il y a des catégories de population qui n'ont pas du tout ce luxe. Donc il y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte, est-ce que ça fait partie de la réflexion des urbanistes, des politiques, de limiter, voire de stopper ces hémorragies, voilà. Est-ce que ça rentre dans votre conception du quartier? Moi, par exemple, j'ai vu un projet récemment à Romainville que j'ai trouvé assez formidable, qui est un projet de ferme urbaine et qui, au-delà de la production agricole qu'il y a dans cette ferme, c'est un projet qui à la fois vraiment tout d'un coup donne à la fois un éclat et une forme au quartier. C'est un très beau bâtiment qui en même temps structure un quartier qui était un quartier de cité HLM vraiment assez informe, et qui en même temps a un café un peu à la fois bio, puisque c'est la production du site, et communautaire, et qui est accompagné d'un projet pédagogique et de toute une action pour les écoles et pour la maison de retraite qui est à côté, etc. Et là, je me suis dit, pour la première fois, ça, c'est un projet qui améliore la ville et qui en même temps, on peut vraiment pas taxer ce projet de gentrificateur. C'est un projet qui fait du bien en fait à la société, à la ville, etc. Et qui en même temps, voilà, qui est certainement pas qu'on peut pas taxer de ça. Est-ce que c'est des pistes qui ont un potentiel aujourd'hui, ou est-ce que les forces du marché sont juste trop puissantes?
C'est une question complexe, difficile de traiter in extenso, mais juste... Oui, c'est dommage de ne pas l'aborder du tout. Bien sûr. Juste quelques bullet points. Saskia Sassen, collègue sociologue, qui a inventé les concepts de Global City, la ville-monde. Elle a fait une étude passionnante à qui appartient la ville. Donc, dans 12 villes du monde, et il mettait donc le doigt sur le fait qu'aujourd'hui, avec un certain urbanisme moderne, les leviers des politiques locales, ils s'étaient souvent confrontés au marché, donc comme on appelle. Et donc, par exemple, à Londres, l'émir du Qatar possède plus de biens immobiliers que la famille royale d'Angleterre, par exemple. Et donc, si on veut changer d'usage un certain bâtiment, c'est pas la ville, c'est l'émir du Qatar ou sa holding. Et donc, il y a une difficulté pour transformer. Je dis juste ça, c'est-à-dire que on vit donc dans des villes dans lesquelles la capacité régulatoire d'une politique urbaine se heurte avec des intérêts privés qui gèrent un parc immobilier. Donc, la question qu'il faut se poser, Isabelle, donc, dans notre raisonnement par rapport à la ville du quart d'heure, c'est identifier quels sont les leviers d'une politique urbaine en tant que police, dans les centres de la cité, donc ceux qui gouvernent la ville, le maire, quand on parle d'une ville, ou la métropole, le président de la métropole. Et ensuite, donc, quels sont les éléments régulatoires sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, je sais que quand on dit des régulations aux États-Unis avec mes collègues, ils me traitent de communistes, mais j'assume parfaitement parce que on a besoin d'imposer des politiques de régulation dans le sens du bien commun, tel comme ça a été défini, et donc dans cette voie où on a des ressources matérielles et immatérielles dans lesquelles il faut leur donner une certaine indexation pour permettre que ce soit accessible à un certain nombre de personnes et éviter ces phénomènes où, dès qu'on améliore la qualité des villes, les mètres carrés s'indexent avec les services et donc on s'en va. C'est pour ça que des politiques urbaines qui sont, par exemple, donc, la limitation des loyers de manière obligatoire, donc on n'est pas dépassé un certain prix pour les loyers, nous sommes pour. J'ai dit nous, je parle de mon équipe de recherche, mais aujourd'hui il y a beaucoup de politiques urbaines qui sont basées là-dessus. Nous sommes pour le foncier des villes, parce que plus les villes possèdent des foncières de commerce, plus elles-mêmes appliquent une politique régulatoire. Nous sommes pour le foncier des logements, des villes aussi. Et là, très concrètement, à Paris, on vient de le faire. Dans les 7e arrondissement, le ministère de la Défense est parti à Ballard. Tous ces logements, on va les développer dans l'essence de la ville des quarts d'heure avec des logements sociaux. Et par contre, vous avez un sentiment donc dérégé, mais c'est plutôt des habitants qui sont là, qui sont aisés et qui ne veulent pas que des gens de bas ressources, ils arrivent. C'est de la polémique qu'il y avait hier, donc ou pas plus tard qu'hier. Ou comme on l'a fait dans d'autres quartiers, les nouveaux hôtels de la Poste, on installe 80 familles. De bas ressources, voilà. Donc, il faut une politique régulatoire. Il ne faut pas avoir peur. Il faut une politique urbaine qui aille donc avec une décision de sauvegarder. Donc, c'est bien commun. Ensuite, il faut une politique des services qui soient irrigués partout dans la ville. Le problème aujourd'hui, c'est l'éclatement. C'est que les intérêts privés vont faire un chantier dans tel secteur et pas dans les secteurs le plus populaires. Donc, nous avons besoin d'irriguer l'ensemble de la ville. C'est pour ça que j'ai proposé des quartiers comme Paris 20e. On a les quartiers des Amandiers que vous connaissez. C'est la plus haute densité de toute l'Europe. On frise quasiment les 38 000 personnes au kilomètre carré. Et dans lesquels l'approche multiservice, elle n'est pas présente. Parce qu'on a construit beaucoup de logements sociaux et dans lesquels donc, il n'y a pas de mélange. Donc, nous avons besoin d'avoir une politique urbaine qui repose sur, pas uniquement donc, quelques mois, mais sur plusieurs années. Et pour ça, il faut changer certaines choses. D'où le fait qu'à Paris, par exemple, très concrètement, on change le PLU. On va faire voter donc un programme local d'urbanisme avec un certain nombre de considérations. Et ça, c'est le rôle des politiques urbaines locales.
Paris, sans vouloir rentrer trop dans la polémique, mais a beaucoup vendu son foncier, ou c'est beaucoup dessaisi de son foncier aussi ces dernières années. Enfin, comme toutes les villes, les communautés locales n'ont malheureusement plus beaucoup d'argent, qu'on est quand même dans une situation... Paris, c'est pas tout à fait le cas de Paris. Paris a un patrimoine qui est plutôt assez important. Est-ce que là, aujourd'hui besoin, c'est de réguler quelque chose qui était une aberration, parce qu'il faut dire que sur donc une très longue période qui va des années 70 aux années 95, on va dire, et on a vidé Paris du logement pour le consacrer au bureau. Et que donc vous avez, à partir des lieux où nous sommes ici, vers l'ouest, soustrait les gens qui travaillent pour les faire devenir des bureaux. Et que ça, c'était une aberration qu'aujourd'hui urge de corriger. Quand nous disons réformer nos quartiers, c'est vraiment ici même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on transforme donc des bâtiments haussmanniens des bureaux en bâtiments de logement. Parce que Haussmann, quand tu l'as lancé son projet sur Paris, un bâtiment haussmannien est un bâtiment de service. Les rez-de-chaussée est un bâtiment uniquement de services. Donc, on devait trouver à moins de 300 mètres de quoi satisfaire ses besoins essentiels. Et donc, avec la ville d'Icardor, nous voulons revenir sur donc, cette manière de vivre, mais au XXIe siècle. Kjetil. À vous. Vous voulez parler? You want to talk? Yeah, no, thank you. I totally agree. Merci, je suis absolument d'accord. Il y a un nombre de choses qu'on peut atteindre en changeant les politiques publiques, mais il y a aussi la représentation légale, pas seulement les politiques. Ce que nous savons, c'est qu'il y a il faut d'abord, en fait, faire des recherches sur l'aspect légal. Il y a toujours un délai, en fait. Et on sait aussi qu'il y a des lobbies. Qui vont avoir un poids sur les lois et les régulations. J'ai le sentiment que il faut d'abord qu'on s'appuie en fait sur la législation plus que sur les lobbyistes pour faire changer les choses. On a vu des choses. On a en Hollande fait ce qu'on appelait des zones libres, et les gens signaient en fait un contrat éthique qui contenait tous les éléments ayant à voir avec les droits de l'homme et de la femme, et il fallait signer ce contrat éthique. Et alors je pense en tant qu'architecte, et on peut regarder effectivement les comptes de ces entreprises qui n'ont pas le droit de faire du profit, mais qui peuvent juste en fait mettre leur budget à zéro. Et ça, c'est de voir que certaines fois, il y a des choses qui peuvent être ruinées par la loi. Et même à Paris, les règles sont extrêmement difficiles, les lois sont extrêmement difficiles, pratiquement aussi difficiles que certaines lois aux États-Unis. Vous pensez que c'est un des endroits où les lois sont les plus contraignantes? Oui, oui, absolument. On a cette législation, jamais je n'ai eu autant de discussions sur ces aspects-là qu'en France. Quand tout ce que je fais, on veut avoir... Il y a des gens... on veut que tout le monde puisse aller partout. Mais quand on veut, en fait, dire que tout ce qui est public doit être ouvert, parce qu'il n'y a pas la confiance, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a la question de la sécurité,
et puis aussi parce qu'il y a des gens qui veulent faire plus de profit qu'ils ne devraient en faire. Donc, je crois que s'il y a une solution, c'est des petits trous, en fait, d'épingles pour réparer les muscles. Voilà, si on ne réfléchit pas à l'aspect légal, on fera un peu quelque chose, un peu cotère sur une jambe de bois, je crois. And then, après, on prendra les questions. It's interesting that of course, the neighborhood scale kind of touches Alors, upon. évidemment, je pense que la taille du quartier est quelque chose aussi qui touche à l'élément macro. Je vais reprendre sur votre question de la gentrification. Il faut aussi qu'on réfléchisse à l'investissement public, quand vous parliez de l'utilisation des écoles ou quand vous parlez de cette ferme. Et faut qu'on réfléchisse au poids en fait de la pauvreté. Il y a beaucoup d'argent public qui va contre ou pour des politiques contre la pauvreté, et il faut qu'on réfléchisse à nos politiques de rétribution aussi. Voilà. Alors effectivement, la question des impôts est aussi un levier. Alors voilà. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'arrête. Il y a peut-être des questions sur le communisme ou autre chose, la gentrification ou la nature en ville, ou ce qui vous inspire. But it can't be a discussion only about communism or political directions. It has to be more. Alors, je ne vois pas. Ne soyez pas timide. Maybe I can make one comment meanwhile. Alors, je vais faire un commentaire avant les questions du public. Cette idée du double usage me paraît tout à fait essentielle par rapport à ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que si, en partageant les choses, on a quelque part un rendu qui est meilleur de ce qu'on a déjà, par exemple, l'opéra d'Oslo, voilà, c'est avoir un opéra dans un endroit formidable. Je pense que c'est intéressant. Les gens pensent que ça serait bien d'avoir un bureau, et quand on repense à ce projet du sud de Manhattan, on voit un projet en fait d'infrastructure qui a à voir avec la protection contre les inondations de Manhattan. Et ce ne sont pas seulement des ingénieurs qui se soient autour de la table, il y a aussi des tas d'opérateurs culturels, par exemple, qui sont là. C'est juste que ça a pris très très longtemps et ça a révélé énormément de choses, mais c'est assez passionnant. Je vous conseille de. Mais je voulais juste rebondir peut-être, Kjetil Thorsen, vous disiez tout à l'heure, à l'instant, on ne peut pas s'en tenir finalement à l'aspect uniquement politique ou administratif. Et c'est vrai qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé ici et qui vous concerne vous directement, peut-être plus que les deux autres intervenants, qui est la question de la forme quand même. Et ce que vous montriez aussi dans votre présentation, Christian, au début. Quel rôle finalement la forme de l'architecture, du design urbain, quelle importance ça a, puisqu'on parlait au début de repenser les quartiers pour avoir une vie meilleure. Est-ce que la forme est première finalement dans la qualité de vie? Dans quelle mesure c'est déterminant? Est-ce que la forme peut faire du bien? No,
Of course, we all react. Évidemment, on réagit tous à quelque chose qu'on perçoit comme beau ou non, mais évidemment, en fait, les personnes n'aiment pas nécessairement les mêmes choses. Et donc, on a eu une série d'éléments subjectifs dans ce qu'on appelle la beauté. Et pour moi, ça fait davantage de sens de regarder la question du contenu et du but. En fait, comment la beauté est perçue, en fait, par rapport au but. Voilà. Est-ce que cet opéra est beau ou est-ce qu'il est moche? Pour certaines personnes, il va être magnifique et pour d'autres, c'est magnifique et c'est un iceberg. C'est pas un iceberg et c'est pas cette espèce de maison, en fait, c'est un opéra. Donc, la beauté, ça change, la perception de l'esthétique a changé tout au long de l'histoire. Et c'est pas une constante du tout, même si certaines personnes aujourd'hui voudraient penser que si on regarde en arrière, tout était beau. Hein, je ne serais pas d'accord, simplement parce que la plus belle chose dans le monde ne s'est pas encore produite. Hein. Le meilleur est à venir ou le plus beau est à venir. Et quand on met ça en fait en perspective, il faut qu'on parle de quelque chose qui fait sens. Hein. Et évidemment, on est pragmatique, on fait ce qui est possible, mais on essaye d'aller au-delà en ouvrant des petites brèches, en y entrant et puis en essayant petit à petit de changer les attitudes. Les clients sont difficiles. Hein. Ils veulent effectivement, ils ont des actionnaires, ils veulent en avoir pour leur argent. Et donc les grandes multinationales, les entreprises aussi qui font de la ventilation, par exemple. Hein. Mais c'est difficile, en fait, aujourd'hui, de se battre contre le COD parce que les compagnies qui font les entreprises de ventilation sont des lobbyistes très puissants. Hein. Évidemment, ils ne veulent pas des ventilations naturelles parce qu'ils vont perdre leur boulot, en fait. Hein. Mais this is something you really have to understand. It is a major question. Et peut-être une petite chose à ajouter. On a des coproductions de l'habitat ensemble, du coworking. Mais on a du coworking, on a de la cohabitation, ou mais on n'a pas de la coproduction. Et je crois qu'il est temps de faire revenir en fait les entreprises, les lieux de production dans les villes. Pourquoi est-ce qu'on les a fait sortir des villes, hein, parce qu'elles étaient polluantes? Mais si on fait revenir en fait des lieux de production d'énergie, par exemple, d'énergie propre, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas ramener les usines Renault dans le centre de Paris? Pourquoi est-ce qu'il faudrait les ramener? En raison de la proximité, bien sûr. Parce que on a une manière plus verte, en fait, hein, de imaginer l'industrie. Pourquoi on n'a pas besoin de stock, on peut produire, parce qu'on peut produire à la demande. Moi, j'aimerais bien avoir des usines revenir dans les centres. Et ça peut aller dans les deux sens, en fait, hein, parce que de manière à ce qu'on n'ait plus, en fait, ces lieux qui sont complètement vides et puis empêcher les productions. Il n'y a toujours pas de questions? Alors, une question norvégienne. Oui, je ne veux pas le faire en norvégien. Je vais le faire en anglais.
Quand je vous entends parler, j'ai encore en tête, en fait, ces images que vous avez montrées, ces très grands bâtiments avec Bottomland. Est-ce qu'il n'y a pas une limite, en fait, de ces énormes bâtiments énormes? Est-ce qu'il doit y avoir aussi une limite à la taille des bâtiments, en fait? Alors, on va essayer d'avoir. J'ai essayé de mettre un peu de fiction là-dedans, mais je crois peut-être davantage. Je ne crois pas qu'on est si différent et qu'on est si subjectif. Peut-être tout ça c'est subjectif, mais peut-être que ça a à voir avec quelque chose de plus fondamental et avec, je dirais, le goût général. Je ne crois pas que ce dont on a besoin, ça soit une taille donnée, en fait. La plupart des gens apprécient des choses différentes, des grands bâtiments ou pas. Je ne crois pas donc que c'est une question d'avoir une loi qui donne des limites. C'est peut-être davantage quelque chose qui aurait à voir avec une éthique. Si chaque projet de construction, en fait, donnait quelque chose à l'environnement où il est construit. Et je crois que c'est à ça c'est vers ça qu'il faut tendre, en fait, cette question de l'empathie, cette question de la compétence. Et je crois que, en fait, les deux choses, c'est l'argent et la loi. Et ce que ces deux choses aiment, c'est les choses qui sont identiques. La question, c'est maintenant comment on fait la promotion des changements, des nuances, des choses différentes. C'est pour ça que nous adorons Paris avec ces bâtiments faits en 1744. Et je pense que non, je ne crois pas, moi, à quelque chose qui peut être une réglementation, mais quelque chose qui soit plus éthique à tous les niveaux, en fait, au niveau des politiques et ensuite. Alors, moi, ça ne me gênerait pas, en fait, qu'il y ait une limite à la taille des bâtiments, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a à voir entre la taille et la réussite. Effectivement, voilà, quand un bâtiment est très important, il y a un impact très long. Moi, je pense qu'on devrait interdire les centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés, tout simplement, là. Et il devrait y avoir une limite de taille encore plus restreinte pour des bâtiments monofonctions qui contiennent, par exemple, juste une chose. Alors, peut-être que si vous avez 200 000 employés et que vous voulez construire votre siège, et vous savez dès le début, par exemple, que ça ne marchera pas, en fait. Bon, je ne devrais pas parler de ça, mais bon, voilà, c'est cette espèce de gros beignet, là, ce gros beignet circulaire. Bon. The apple ring. Yeah, the apple thing, oui. Enfin, en France, on va avoir la tour Triangle à Paris et les tours Dieu aussi, qui sont des... Yeah, you have Herzogenaurach coming up with this enormous... Oui, il y a un autre projet avec un très grand terminal que j'aime pas du tout. J'aime bien le cabinet, mais j'aime pas du tout ce qu'ils font. Carl ?
Oui, bah de toute façon, je pense qu'on est arrivé au bout du temps. Donc, bon, bah on n'a pas eu énormément de questions, mais j'espère que ça vous aura intéressé. Voilà, merci beaucoup.